Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifri TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'Ifri. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Laurence, voilà maintenant plus de 3 mois que les États-Unis et Israël ont déclenché une guerre contre l'Iran et à ce jour 10 juin, la situation oscille toujours entre l'enlisement et la reprise des hostilités. Alors, même si les négociations de paix se poursuivent, les perspectives de succès rapide de ces mêmes négociations sont faibles. Quant au cessez-le-feu entré en vigueur en avril, il reste très fragile puisqu'Israël et l'Iran ont échangé des frappes ces derniers jours et que les États-Unis ont dû riposter ce matin même après la destruction d'un hélicoptère américain par l'Iran lundi. Donc on assiste à un jeu à 3 entre Iran, États-Unis et Israël, un jeu assez complexe et très inflammable. Et ce que l'on comprend ces jours-ci, c'est que les relations entre les deux alliés dans cette guerre, US et Israël, ne sont pas simples. Le président Trump et le Premier ministre Netanyahou notamment ont des échanges de plus en plus agressifs. La guerre contre l'Iran va-t-elle entraîner une dégradation inédite des relations entre États-Unis et Israël ? Qu'est-il en train de se produire autour de l'image d'Israël aux États-Unis ? Voilà toutes les questions auxquelles j'aimerais qu'on réponde ce matin, Laurence. Oui, Romain, ce qui se passe en première analyse, c'est que Trump et Benyamin Netanyahou ne sont pas sur la même ligne dans cette affaire de guerre contre l'Iran. Netanyahou veut profiter de la situation de guerre larvée à laquelle on assiste pour détruire au maximum les positions militaires de ses ennemis, le Hamas, l'Iran et puis les proxys de l'Iran que sont le Hezbollah et les Houthis. Il n'a pas vraiment de solution politique au-delà de cet objectif militaire, apparemment. Par ailleurs, il ne veut pas d'apaisement parce qu'il pourrait perdre les élections qui vont se dérouler dans les mois prochains en Israël et se retrouver en prison pour corruption. Oui, Netanyahou défend d'autant plus son pouvoir que son statut de Premier ministre le protège des poursuites. Exactement. Et à l'inverse, Trump, lui, est dans une impasse sur ce dossier iranien et il veut en sortir le plus vite possible. D'ailleurs, sur les frappes que les États-Unis ont réalisées ce matin même contre l'Iran, vraiment, Trump a fait service minimum. Il fallait venger la destruction de l'hélicoptère, vous en avez parlé, qui a été frappé par l'Iran lundi, mais Trump a dit qu'il n'irait pas au-delà d'une riposte de convenance. Oui, mais enfin, c'est quand même Trump qui a lancé les attaques en février dernier. Pourquoi est-ce que c'est devenu si urgent pour lui de sortir de cette guerre ? Eh bien parce que, à l'heure d'aujourd'hui, Trump n'a atteint aucun des objectifs qu'il avait évoqués en février dernier, au moment donc du lancement de la guerre. Tout d'abord, malgré les soulèvements de la population iranienne en janvier et la décapitation du régime dès le premier jour de la guerre, c'était dans le week-end du 28 février, on n'a pas assisté à un changement de régime en Iran. Pire, le dit régime s'est radicalisé et continue à soutenir de plus belle les proxys dans la région. Et puis, deuxième objectif dont Trump avait parlé, l'arrêt du programme nucléaire et balistique iranien. Et là-dessus, on n'a aucune certitude, on ne sait pas vraiment sur quoi les négociations de paix avancent. On parle de la remise par les Iraniens de leur stock d'uranium, mais moi je ne parierais pas du tout là-dessus. Ces deux objectifs sont de toute manière passés au second plan maintenant, parce que le plus important, c'est le blocage du détroit d'Ormuz. On comprend d'ailleurs toujours pas par quel aveuglement les Américains et Trump à leur tête n'ont pas pris en compte cette menace dès le départ. Les navires pétroliers ne peuvent pas passer et ça fait monter le prix de l'essence pour les électeurs américains. Oui, les navires pétroliers et tous les autres navires, ça fait aussi grimper, on en parle de plus en plus, le prix des intrants pour les agriculteurs. Tout ça, c'est effectivement très mauvais pour les résultats électoraux de Trump en novembre prochain. Oui, on voit bien que l'Iran déploie avec cette fermeture du détroit d'Ormuz un instrument de guerre asymétrique extrêmement efficace et à long terme, ça remet en cause absolument la puissance américaine aux yeux du monde entier. Et d'ailleurs, ça s'arrête pas là parce que ces derniers jours, Téhéran a évoqué l'idée de fermer aussi le détroit de Bab el-Mandeb. Est-ce que vous voyez où c'est ? Non, je vois pas. Expliquez-nous, Laurence. Alors, vous avez la péninsule arabique. À l'est, vous avez le détroit d'Ormuz, qui est donc bloqué par l'Iran sur la rive est. De l'autre côté, vous avez l'Arabie saoudite et divers Émirats. Et à l'ouest de cette même péninsule arabique, vous avez la mer Rouge qui débouche au nord, attention, sur le canal de Suez, très important. Fondamental. Et puis, au sud de cette mer Rouge, vous avez donc le détroit de Bab el-Mandeb, qui est contrôlé sur sa rive droite par le Yémen, là où sont les Houthis. Les Houthis pourraient se charger de fermer ce détroit de Bab el-Mandeb pour le compte de l'Iran, ce qui fermerait donc indirectement le canal de Suez. Et là, c'est l'ensemble du commerce mondial qui est disrupté. Mais revenons à Trump et Netanyahou. Pour l'instant, ils ont des objectifs opposés. L'un veut arrêter la guerre, l'autre veut la continuer. Que sait-on de leur relation à l'heure actuelle ?
On en sait pas mal de choses parce que la teneur de leurs échanges téléphoniques ces dernières semaines fuit régulièrement dans la presse ou est confirmée par Donald Trump lui-même. Oui, Trump organise un peu les fuites. Oui, c'est absolument évident. Le dernier exemple intéressant, c'est lundi dernier, le 1er juin. Trump s'était opposé à un projet israélien de frapper la banlieue de Beyrouth vraiment de manière très forte. Le média Axios a résumé comme ceci les propos de Donald Trump. J'ouvre les guillemets et je parle en anglais. Il aurait dit au Premier ministre israélien « You're fucking crazy ». You'd be in prison if it weren't for me. I'm saving your ass. Et je conclus, everybody hates you now. Everybody hates Israel because of this. T'es complètement dingue, tu serais en prison si j'étais pas intervenu, je te sauve ta peau, tout le monde te hait et tout le monde déteste Israël à cause de ce que tu fais. Effectivement, on n'est pas totalement dans la bromance. Mais une telle mésentente entre les deux hommes, c'est totalement inédit ? La relation entre Trump et Netanyahou n'a pas toujours été facile. Il y avait déjà eu des frottements pendant le premier mandat. On se souvient aussi qu'en 2020, Netanyahou avait félicité Biden pour son élection. Grosse trahison pour Trump qui n'avait pas du tout été content. Et donc, les hostilités continuent dans le contexte de cette guerre contre l'Iran. Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est le point auquel cette relation reflète l'évolution de la société américaine sur le sujet d'Israël, aussi bien l'opinion publique que les politiques. Alors, allons-y pour l'opinion publique américaine. On a une enquête du Pew Research Center qui date de fin mars 2026, donc un mois après le début de la guerre en Iran. C'est tout frais, tout récent. Ce qu'on y voit, c'est que l'opinion d'Israël et de Netanyahou s'est dégradée aux yeux de l'opinion publique américaine. On est à 60% des personnes américaines interrogées qui ont une opinion négative d'Israël et de son Premier ministre. Les chiffres, il y a un an, donc en mars 2025, étaient de 53%, donc vraiment une dégradation. Et si on regarde maintenant par parti politique et par classe d'âge, eh bien, le désamour est absolument général, sauf pour un seul groupe qui continue à avoir une opinion majoritairement favorable à Netanyahou et à Israël, ce sont les républicains de plus de 50 ans. Leur opinion est favorable à 66%. Donc ce que vous nous dites, c'est que toutes les classes d'âge, mis à part ces plus de 50 ans républicains, mais toutes les classes d'âge, y compris les classes d'âge républicaines au-dessous de 50 ans, sont maintenant majoritairement défavorables à Netanyahou et à Israël ? Oui, c'est absolument ça. On peut supposer que la répression féroce du gouvernement israélien contre les Gazaouis au lendemain du 7 octobre, dont on a vu les images tous les jours, ont fait des dégâts terribles. Mais comment ça se traduit politiquement, cette affaire ? Parce que là, on est sur l'opinion publique. Vous avez dit qu'une majorité, 66% des républicains de plus de 50 ans restent favorables. Or, ces républicains de plus de 50 ans, c'est précisément ceux qui siègent au Congrès. Donc, où est la majorité au Congrès, la majorité politique ? Oui, vous avez raison. Aujourd'hui, la majorité dans les deux chambres du Congrès est aux Républicains. On verra ce qui se passe en novembre prochain. Et donc, le soutien à Israël reste majoritaire. Mais là encore, il faut tirer la sonnette d'alarme. C'est très fragile. D'abord parce que le remplacement des générations politiques va faire évoluer la vie des élus dans les années ou décennies qui viennent. Mais aussi, et là c'est quelque chose de très nouveau que je voudrais signaler, parce qu'on assiste à une évolution idéologique inédite au sein même du Parti républicain. Et là-dessus, je voudrais renvoyer les auditeurs à une note extrêmement intéressante qu'on vient de publier à l'IFRI et qui est signée par Benjamin Calment. Le titre est un petit peu compliqué, elle porte sur les catholiques intégralistes post-libéraux aux États-Unis aujourd'hui. Oula, c'est pointu. Oui, c'est très pointu, mais attention, c'est quand même très intéressant pour lire les États-Unis aujourd'hui. La note explique que depuis plusieurs années, il y a des groupes de catholiques qu'on dit intégralistes qui ont pris beaucoup d'importance dans la réflexion politique du parti, ainsi que dans l'entourage très proche de Donald Trump à la Maison-Blanche. Vous parlez de J.D. Vance, là, oui, le vice-président. J.D. Vance en est le représentant principal, mais il faut aussi parler des idéologues qui sont à l'origine de ce mouvement. Et je vous en cite deux, qui sont des universitaires, Adrien Vermeul et Patrick Denine. Ils ont développé, je dirais depuis 2016, dans un certain nombre d'ouvrages, un vaste projet politique post-libéral. Donc c'est un projet extrêmement réactionnaire qui souhaite remettre l'Église en lien avec le politique au détriment
de la liberté individuelle. Donc sur ce plan-là, ils sont assez proches des évangéliques, les évangéliques protestants dont on parle tout le temps, qui sont l'essentiel de la droite chrétienne aux États-Unis. Mais ces catholiques intégralistes en diffèrent sur plusieurs points importants. En particulier sur l'économie, non ? Oui, parce qu'en fait, ils sont favorables, de manière très étonnante, à une intervention de l'État dans la sphère économique pour soutenir les familles, pour soutenir les politiques de la petite enfance. Et puis, autre différence très intéressante, ils sont pas tellement nationalistes, au contraire des évangéliques, parce que ils sont catholiques, l'Église est universelle, donc l'État-nation n'est pas si important que ça à leurs yeux. Et sur la question d'Israël, ils sont comment ? C'est là qu'il y a une troisième différence absolument fondamentale. Les catholiques intégralistes ne sont pas du tout sionistes comme le sont les évangéliques. Et pourquoi ça ? On a souvent dit dans ce podcast que les évangéliques souhaitaient le retour des Juifs en Israël pour que la fin des temps s'accomplisse. Donc c'est pour ça qu'ils sont sionistes et qu'ils soutiennent le gouvernement israélien quoi qu'il arrive. Les catholiques, eux, ont une théologie très différente sur ce point-là et qui date littéralement des origines. C'est l'idée développée par saint Paul, donc on est vraiment au moment des Actes des Apôtres, dans le 1er siècle de notre ère. L'idée, donc, que en ne reconnaissant pas Jésus-Christ, le peuple juif a cessé d'être le peuple élu. Le peuple élu, désormais, ce sera les chrétiens, ce qui est plutôt pratique pour eux. Et donc, lorsque Israël est refondé en 1948, eh bien, pour l'Église catholique, c'est un phénomène géopolitique comme les autres, ça n'est pas un phénomène théologique central. Alors, je précise tout de suite que cette théologie qu'on appelle la théologie de la substitution, donc entre les Juifs et les chrétiens, elle a justifié pas mal de l'anti-judaïsme de l'Église au cours des âges, et donc elle a été discrètement mise de côté, redéfinie lors du Concile de Vatican II, qui a modernisé l'Église dans les années 60. Mais manifestement pas pour messieurs Vermeulen et Dinen, ils sont tous les deux américains d'ailleurs. Oui, absolument, et eux, ils restent totalement dans la ligne de la théologie de la substitution, vous avez raison, et donc ils ne sont pas du tout sionistes, et ils sont, comme J.D. Vance d'ailleurs, totalement opposés à l'intervention en Iran depuis 3 mois, puisqu'elle n'a pas de raison d'être théologique à leurs yeux. Enfin, je retiens quand même de ce podcast, Laurence, que vous nous annoncez une sorte de désalignement qui serait proprement historique entre Israël et les États-Unis. Et ça, c'est un phénomène majeur dont les conséquences seront tectoniques au cours des prochaines années et au cours des prochaines décennies, s'il se confirme. Oui, et notamment très concrètement parce que Israël reçoit énormément d'aide militaire de la part des États-Unis et un gros accord de 10 ans doit être revoté par les États-Unis cette année. Je ne sais pas comment ça va se passer. Nous suivrons ça, bien entendu, Laurence. Nous mettrons le document dont vous avez parlé de Benjamin Calment que l'IFRI sort en lien dans la page de ce podcast. Donc j'invite tous les auditeurs qui seraient intéressés à le consulter. Merci Laurence et on se voit la semaine prochaine. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.